Rencontre avec Georges Estol et Christian Penilla, deux anciens de l'école des frères, école devenue depuis le collège, le lycée Lamennais. Georges Estol et Christian Penilla, Yaorana. Yorana. Merci d'avoir accepté mon invitation, mais parce que je voudrais suivre périodiquement cette préparation de l'anniversaire de l'arrivée des frères de Ploërmel. Nous en sommes enchantés. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir dialoguer autour de ce thème porteur. Je sais que vous travaillez beaucoup au projet de cette célébration qui aura lieu donc en 2010. Absolument. Donc 2010, est une date à marquer d'une pierre blanche parce que ça fera exactement un siècle et demi. C'est quelque chose. 150 ans. Que les premiers frères de Ploërmel ont mis les pieds sur la terre océanienne à l'époque, sur la terre de Tahiti, sur le Fénois. Presque 150 ans aussi, Georges, que tes ancêtres sont arrivés à Tahiti, en Polynésie. Ça, c'est une autre page d'histoire. Que j'aimerais bien un jour tourner avec toi, mais ce n'est pas le propos de notre émission, bien que la famille Estol me soit familière par les récits que les capitaines de goélette ont fait lorsqu'ils passaient au Tuamotu et qu'ils trouvaient les trois frères Estol. Absolument. Alors toi, tu es le petit-fils de... Huri James Estol, qui a fait la Première Guerre mondiale. On a conservé son casque et quelques rares photos. Il a eu 2 enfants, Étienne Estol et Louise Estol, qui est devenue Madame Helm, Sébastien Helm. Donc mon père a fait également l'école des frères. Il était brillant sportif puisque c'était un de ceux qui était capable de marcher sur les mains avec le frère Albéric, qui était un phénomène pour diriger tout ce qui était sportif. Donc ensuite, j'ai fréquenté l'établissement. Je suis arrivé des Tuamotu, j'avais 6 ans. Je ne parlais pas un mot de tahitien ni un mot de français. J'ai fait toute ma scolarité d'abord en maternelle, comme on appelait à l'époque, chez les sœurs. Et ensuite à Lamennais, où j'ai fait 8 ans de scolarité. Et sur ces 8 ans de scolarité, j'ai fait 7 ans de pension. Et je suis parti en France, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Oui, alors tu es vraiment un élève Voilà. élevé par les frères. Tu te souviens de ton arrivée à l'école venant de Raroya, c'était quand même un autre monde. Très vaguement, cependant, des amis, après les années et les souvenirs aidants, m'ont raconté des petites anecdotes qui sont assez amusantes. Chez les sœurs, je crois que c'était la mère François qu'on l'appelait. Les élèves, mes camarades, dont Christian Vachot, je cite de mémoire, me racontaient qu'ils étaient tout le temps en train d'appeler la sœur pour dire « Il y a le petit là, il est en train de dire des gros mots, il dit toujours des gros mots ». Et pour cause, je ne connaissais que le Tuamotu. Et je ne parlais que Tuamotu. Et comme je n'avais pas la langue dans la bouche, j'éclatais et il y avait des choses qui m'apparaissaient énormes. Et donc, je ne parlais que le Tuamotu. Et à 6 ans, tu es devenu pensionnaire ou tu étais logé dans la famille? J'étais effectivement dans la famille de ma tante. Et je salue la famille, donc Marie Langomazino, dont le mari a été Paul Mauri Langomazino, a été le premier directeur de l'Académie tahitienne. Paul Langomazino. Oui. Donc c'était mon oncle. J'étais chez eux et puis un beau jour, pour faciliter les problèmes de déplacement, je suis donc entré en pension. J'avais 8 ans, 19 ans, par là. Bon, entre 6 ans et 8 ans, tu avais appris le français, tu avais appris le tahitien et peut-être un peu oublié le Tuamotu. Eh bien, encore une anecdote. Lorsque je suis parti en France, donc en 55, je suis revenu au bout de 5 ans. On atterrissait à Bora Bora et on prenait l'hydravion, la Catalina. On est arrivé donc à Fa'a et la famille était là pour m'accueillir, dont ma petite grand-mère, qui était déjà bien âgée à l'époque. Et la famille s'est retirée, elle m'a laissé la grand-mère avancer vers moi. Elle m'embrasse et elle me parle en Tuamotu. 5 ans après, je lui réponds du tac au tac en Tuamotu. Oh mon petit, tu n'as pas oublié la langue. Et aussitôt je lui ai dit, grand-mère, en Tuamotu, je lui ai dit, comment puis-je oublier ma langue maternelle puisque j'ai appris d'autres langues? Effectivement, donc j'ai appris l'espagnol tout seul, j'ai appris l'anglais, j'étais prof d'anglais. Donc j'ai enseigné aussi le Tuamotu à l'université, la langue Tuamotu à l'université. Et actuellement, donc, je suis des cours d'hébreu.
Autrement dit, quand on commence à parler Pomotu et qu'on apprend ensuite une autre langue, on peut apprendre toutes les autres langues. Il te reste le chinois. Avec l'hébreu. 2 amis, nous sommes déterminés à apprendre le mandarin. Alors tu arrives donc, petit bonhomme de 6 ans, dans cette école où vous êtes très nombreux, je crois, chez les frères, chez les sœurs. Les écoles maternelles, c'était tenu plutôt par les sœurs. Par les sœurs. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, que nous saluons au passage, bien entendu, parce que aussi les religieuses, comme les frères, les religieux ont réalisé une œuvre missionnaire, une œuvre d'église monumentale. Aujourd'hui encore, il y a des traces, j'allais dire, profondes, et ça continue. Tu avais la foi catholique parce que ton père était issu aussi du collège Lamennais, de l'école Lamennais. Est-ce qu'il était diacre? Est-ce qu'il était... Parce qu'à Araroya, il y avait une église, mais peut-être pas de curé à demeure. Curieusement, à l'époque, il y avait des prêtres qui habitaient pendant plusieurs mois sur chaque île. Mais donc, ils circulaient d'île en île. Il était itinérant. Voilà, et il y avait un presbytère. Ensuite, j'ai été élevé par un grand-père Pomotu qui ne parlait que le Pomotu, d'où sans doute mes racines linguistiques. Et mon père a été ce grand-père-là, donc Pomotu, qui s'appelait Enrico Tupuhue Amarohu, était un érudit en Pomotu et surtout, c'était un homme d'église puisqu'il connaissait la Bible par cœur. Il faisait des sermons à l'église, en chair, des petits sermons qui étaient très touchants. Mon père ensuite a été catéchiste, c'est très très rare, hein. En restant bien entendu dans le cadre de la doctrine de l'église et surtout des messages évangéliques. Donc je suis venu à l'école, ce qu'il faut dire pour ne pas être trop lent, c'est que moi-même donc aujourd'hui, j'ai mes enfants qui sont grands et je suis donc grand-père de 3 petits-enfants. Mes 3 enfants sont allés à l'amener et aujourd'hui, j'ai l'aîné de mes petits-enfants est en seconde. Donc ça fait 4 générations. Une dynastie. En quelque sorte. Donc ça a été quand même plus facile pour toi, petit enfant, de retrouver le même cadre religieux que celui que tu avais connu en famille. Je pense que ça a été quand même un élément qui a été rassurant pour toi. Absolument. On a vécu en quelque sorte dans un cadre familial au sens large, à tel point que ça, tous mes anciens élèves le savent, que porté par cet esprit de famille, par cette famille, les frères m'ont même proposé de faire un noviciat. Donc j'ai fait quelques années au sein de la congrégation des frères. Et après mon service militaire, donc j'ai fait le choix de prendre la vocation de laïc et laïc, je pense, militant. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai quand même œuvré pour la société, notre société polynésienne et aussi donc pour l'Église, parce que j'ai participé à un certain nombre de programmes. Oui, tu t'es engagé. Voilà. On a travaillé pour le synode avec le Père Audet. J'étais parmi ceux qui ont mis en place la commission justice, paix et développement de l'Église catholique, et j'en passe. Georges, on entend parler beaucoup de certains frères. C'était une marque d'affection que de recevoir un surnom. J'ai établi une liste qui est peut-être pas complète des surnoms de tous les frères que nous avons connus. C'est vraiment un monument, je vais dire une pièce d'humour exceptionnelle, parce que c'est à la fois l'expression de l'affection, l'expression aussi de l'attachement, et en même temps une espèce de complicité entre les frères et nous autres anciens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les frères nous donnaient aussi des surnoms. Ça, on ne le dit pas assez. Ah non, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui. Alors, le frère Nicandre. Le frère Nicandre, lui, il avait un surnom un peu... C'était plus un chant qu'un surnom. On l'appelait, on disait ni cuit, on chantait comme ça. Et ça le mettait en colère. Même des fois, on était un peu... On dérivait et c'était... Là, il avait vraiment raison de se fâcher. Avec ses grosses paluches, il nous foutait des claques. Mais tous les frères avaient du moins, pas tous les frères. Parce qu'en réalité, c'était pratiquement une adoption. C'est-à-dire que quand un frère arrivait, on l'observait. Et dès qu'on découvrait un travers ou une particularité de son caractère ou sa façon d'être et tout, automatiquement, on aurait dit que tout le monde se mettait d'accord d'un seul coup, découvrait
un surnom. Oui, on ne sait jamais qui est le meneur, quel est celui qui a eu l'idée du surnom. C'est comme ça. Par exemple, ce qui s'est passé par le frère Daniel, il était arrivé, ça faisait 15 jours. Il monte au-dessus avec les pensionnaires, au-dessus de l'école. Et puis il voit un fruit par terre et il demande est-ce que ça se mange. Et on lui dit oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort son mouchoir, il nettoie la mangue et il mange la mangue avec sa peau. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé Pa'avi. Peau de mangue. Quand ce sont des viatonies, c'était des viatonies, c'est une peau assez fine. Ça, on peut manger, même les gosses mangent en réalité des fois la peau. Voilà comment c'est appelé Pa'avi. Par contre, une chose que je dois dire, c'est qu'en réalité, certains frères ont eu plusieurs surnoms. C'est-à-dire qu'une génération donnait un surnom et puis les suivants donnaient un autre surnom. Nous avons eu Superman, frère Christian, qui était bâti comme un athlète. Et nous avons eu Titi Amata, parce qu'on se demandait s'il dormait même avec ses lunettes, parce les autres sortaient les lunettes pour les nettoyer. Lui, ça était toujours fixé sur son visage. Donc, on l'appelait Titi Amata. Il y en a qui avaient des surnoms d'acteurs de cinéma. Il y en avait l'un ou l'autre qui a été affublé du nom d'acteur. Ça me revient. Il y en a un, je pense bien, c'était le frère Nikon, qu'on se nommait Ken Ménard. Ken Ménard, qui était un des acteurs en vogue à l'époque dans les westerns, puisque les films dont nous étions friands, bien entendu, c'était les films de cowboy, comme on dit. Ken Ménard, ça me revient. C'est vrai, donc, des surnoms. Il y avait Tahinou, le frère Ludovic, qu'on appelait Tahinou. C'est-à-dire, Tahinou, comme le mot l'indique, aujourd'hui, en tahitien, ça veut dire qui donne en plus, gratuitement. Oui, c'est celui qui donne plus qu'il ne doit donner. Voilà, c'est affectueux. Alors, en termes de surnom affectueux, la palme revient au frère Hilaire, que tout le monde appelait Papa Hilaire. Papa Hilaire, je voudrais citer une anecdote qui fera, je pense, plaisir aussi à nos frères et amis. J'ai beaucoup d'amis dans toutes les églises, là. Le frère Hilaire, à une époque où les églises n'étaient pas encore dans le mouvement écuménique, donc chacun se regardait un peu en chien de faïence, eh bien le frère Hilaire, ça c'est un secret que j'ai retenu et je garde par vers moi, et maintenant que l'occasion se présente, je voudrais le livrer. Je pense que très peu de personnes le savent. Le frère Hilaire, qui s'appelait donc Hilaire le moine, avait des contacts personnels fréquents et relativement amicaux, très amicaux, avec le pasteur Bach. Pasteur Bach à l'époque, qui circulait d'ailleurs à vélomoteur. Et c'est de l'église catholique et de l'église protestante, voilà les deux personnages, deux personnalités qui se rencontraient, et je pense que leur rencontre, qui est restée assez intime, assez peu connue, était en quelque sorte le présage de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que désormais, il y a un consensus de se retrouver ensemble, puisque c'est bientôt, je crois, c'est la fête de l'écuménisme à nouveau. Et ça m'avait beaucoup frappé. Avec le recul du temps, je considère que l'Esprit, le Seigneur, a certainement annoncé quelque chose à cette occasion-là. Donc il y avait Papa Hilaire, il y avait aussi un autre frère qui était redoutable, le frère Odon, une masse. Il nous faisait tous peur parce qu'il se baladait toujours avec son bambou, et on l'appelait Papa Oust. Il n'avait que ce mot-là dans la bouche. Allez, oust, allez, oust. Il nous houspillait, c'est le cas de le dire. Eh bien, c'est un des rares que j'ai connu et qui donnait des surnoms aux élèves. Je ne sais pas si Jean-Paul Gannon nous écoute en ce moment, et d'autres. Je pense à Xavier Hassing, de la famille qui possédait la société d'un port, la Océania. Il y avait aussi François Tinomano dans cette classe. Il y avait Louis Lequéré. Eh bien, il donnait des surnoms assez surprenants pour nous. Un beau jour, ça lui arrivait comme ça, comme une lubie, une inspiration. Espèce de guenon, tout le monde se regarde. Je ne sais plus qui l'avait apostrophé en sortant cette trouvaille. Et voilà que, je crois que c'est Galland, effectivement, qui... Oui, il cherche dans ton dictionnaire. Il cherche. Tout le monde attend avec impatience la signification de ce mot extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Singe sans queue. C'est ça. Espèce de guenon. Voilà. Voilà des choses absolument hilarantes qui arrivaient comme ça.
y avait un autre qui était surnommé Xavier Hassing, je ne sais pas, je crois qu'il est toujours là, notre brave Xavier. C'était le plus âgé de la classe et il avait surnommé grand-père. Il y avait une tendresse dans cette appellation, dans cette apostrophe-là. Grand-père, parce qu'il était là toujours à traîner la savate. C'était toujours le dernier à comprendre ce qui se passait, mais un garçon adorable. Il y a un autre qui est un cousin des Tuamotu qui s'appelait donc Xavier Tinomano, qui avait fait aussi la guerre d'Algérie, il me semble. Lui, pareil, c'était comme nous, les Tuamotu, on était un peu catalogués comme étant les mal dégrossis, un peu frustes, etc. Et il avait surnommé le roi des îles. Toi là-bas, le roi des îles, épelle-nous, comment on écrit parmi? Alors, avec un S ou sans S? C'est toujours l'éternelle question que l'on pose aux élèves. Depuis cette année-là, eh bien, c'est gravé à jamais grâce au coup dans nos postérieurs. parmi ne prend jamais d'S. Et voilà. Avec des coups de bambou dans les fesses, qu'on essaie d'éviter en nous protégeant avec des livres cachés entre le short et comme puis... dans Le bon petit diable de la comtesse de Ségur. Absolument. Voilà les quelques anecdotes qu'on peut citer à propos des noms, des surnoms et toute cette expression assez familière qui caractérisait nos relations avec des frères, avec les frères. C'était vraiment la famille. Absolument, absolument. Il y avait une espèce de communion, une espèce d'intimité, parce que nous étions quand même pas mal coupés, surtout des insulaires. Je pense au Lychley, je pense au Rosy, je pense au Mondiola des Marquises. Qui ne revenaient pas chez eux pendant l'année scolaire. Et si notre ami Moïse Tétoua, qui s'appelait Piritois à l'époque, qui a été un maire également à Mataïba, si je ne me trompe, et ses enfants, certains de ses enfants sont venus aussi à l'amener. Donc, ces gens des Tuamotu, aujourd'hui, s'ils nous écoutent, je pense que ça va leur faire chaud au cœur de penser qu'on pense à eux. Et donc, je saisis l'occasion pour dire qu'on a mis en place des réseaux, dès maintenant, ça y est, c'est en place pour 2010, au travers des marquises, dans les Tuamotu, et même jusqu'aux Australes, pour que l'an prochain, ensemble, on commémore les 150 ans. Christian, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais revenir un peu sur le frère Hilaire. Le frère Hilaire avait une particularité, c'était un homme de bon sens. Élève, on allait le voir pour avoir des conseils, mais des conseils sur la vie surtout. Et on pouvait aborder n'importe quel sujet, rien n'était tabou avec lui. Quand on avait quitté l'école, qu'on s'était engagé dans la vie, qu'on s'était marié, il y avait des couples qui venaient le voir pour avoir son avis, pour avoir ses conseils. C'était non seulement un sage, c'était un véritable saint, cet homme. Et pour parler des surnoms, nous avons aussi eu le frère Bertmans. Le frère Bertmans a un surnom qui a été donné sur 2 générations différentes pour des raisons différentes, mais a le même surnom en fin de compte. On l'appelait Buffalo Bill. Quand on faisait notre travail en classe, et qu'il nous surveillait, il restait debout devant son bureau et il avait un tiroir côté gauche qui tirait. Il se penchait, il regardait il tournait des pages. On se demandait toujours qu'est-ce qu'il était en train de lire. Régulièrement, on essayait d'ouvrir ce tiroir, il était toujours fermé à clé. Puis un jour, on a tiré sur le tiroir et c'était pas fermé à clé. Qu'est-ce qu'on a découvert? Sur la couverture, c'est marqué Buffalo Bill. Et on l'appelait Buffalo. Et il s'avère que la génération après l'appelait aussi Buffalo Bill parce qu'il brandissait aussi quand il parlait, il brandissait son stylo ou son crayon en l'air comme s'il tirait en l'air. On a eu des frères extraordinaires, ça il faut le reconnaître. Oui, vous avez tous les deux le cœur plein de reconnaissance. Et qui ont été très stricts avec nous, extrêmement stricts certains. Ils nous ont formés. Ils ont formé notre caractère et puis ils étaient tellement exigeants. Georges, c'était pas facile, petit élève Pomotou, un peu mis à l'écart, loin de sa famille, et pourtant tu gardes de ta scolarité un souvenir ému. Oui, impérissable, parce que à l'époque, nous étions en attente de quelque chose, de toute façon. Mais les époques ne changent pas. Aujourd'hui, notre jeunesse est en attente de quelque chose. On parlait de nos souvenirs, nous, des années 50, mais aujourd'hui, et on attend qu'ils viennent également raconter leurs souvenirs. Il y a ceux des années plus proches de nous qui ont connu donc Oiri,
Mabuse, Montigny et d'autres. Hein? Et ça, c'est plus frais. C'est beaucoup plus frais. Pour répondre à la question de la valeur ou la qualité qu'on peut donner à l'enseignement catholique, je crois qu'il faut englober dans la réponse toutes les institutions qui ont donné à notre pays les qualités, et à nos populations, nos générations, les qualités qu'elles ont aujourd'hui. L'Église catholique, au travers de l'éducation, donc par les frères, les religieuses, a apporté, j'allais dire, une tonalité, une caractéristique qui est le respect de soi, le respect des autorités, le respect de la nature. Dieu sait s'il y a besoin de revoir notre démarche, notre comportement vis-à-vis de notre cher Fénois, voilà, notre Fénois. Et surtout, la proclamation et le vécu, même obscur, des valeurs évangéliques. Et ça, beaucoup, et l'actualité est là pour nous le démontrer, hélas, hautement, c'est que beaucoup de nos anciens se sont engagés. Il y a beaucoup qui sont engagés dans la vie, dans la société, et c'est valable aussi, bien sûr, de la part des autres formes d'enseignement. Et c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et comme me disait donc un ancien élève avec qui j'ai eu une longue discussion au téléphone ce matin, c'est-à-dire John Crawford, qui a une reconnaissance éternelle vis-à-vis de la formation. Sportif. Voilà, et aussi inspecteur de la jeunesse et des sports. Un des rares qui ait accédé à ce niveau-là dans le pays. Il me disait, on ne pourra jamais rendre toute la reconnaissance qu'on doit à tous ceux qui nous ont amenés à nous construire, pour construire notre pays, pour également aider les jeunes, parce que c'est un formateur, pour aider les jeunes générations à bâtir notre pays et faire que le progrès soit au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, la Polynésie a de grands défis. Et donc l'enseignement catholique, comme d'autres enseignements, il y a aussi l'enseignement public, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens élèves sont aussi dans l'enseignement public. Bien sûr. Et dirigent des établissements publics. Donc nous portons toutes ces valeurs et c'est ça qui doit nous satisfaire aujourd'hui, encore que l'œuvre n'est jamais terminée, donc il faut continuer. Et un petit détail, les frères autrefois avaient des soutanes. Exact, ça correspondait donc à une évolution. Après, ils se sont mis en clergyman, comme on dit. Et ensuite, donc, ils sont en civil, là, désormais. Et comment vous avez perçu ça, vous, les élèves ? Je pense que c'était donc dans l'évolution des mœurs. Et on n'a pas trouvé ça choquant. Par contre, le choc, si choc il y a eu, hein, c'est une manière de parler, c'est le jour où l'amener est devenu un établissement mixte. Hein, parce qu'il y avait la séparation des garçons et des filles, comme dans les églises autrefois. Vous savez ? Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voilà. Et là, ça a été ça. Ça a été un choc plus grand que la disparition de la soutane, parce que, bon, ça fait partie de l'évolution. Je crois même qu'il y a un ou deux prêtres par là qui se mettent en paréo quand ils sont dans les îles. Pourquoi pas ? Vous faisiez bien la différence entre un prêtre et un frère, parce que le frère ne dit pas la messe. À cet égard, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'ambiguïté, hein. Il y a pas de difficulté. D'ailleurs, très souvent, donc c'était un prêtre qui venait dire la messe à l'époque tous les matins. On avait notre chapelle et on servait la messe. On était donc enfants de cœur, comme on dit. On faisait bien la différence, ça, c'est sûr. Hein. Et le dimanche soir, nous, les internes, on descendait à la cathédrale en randonnion. Et on défilait devant les filles, les internes des sœurs qui étaient là. C'était les rares occasions, surtout nous, les insulaires des îles, donc les pensionnaires des îles plutôt, de voir et d'admirer les minois des filles, parce que nous, on ne sortait jamais. Ça, nos amis des marquises, les Rosy et compagnie, on descendait ensemble. Les marquises, ils passaient à Raroya, on descendait jusqu'à Papeete et on était là enfermés pendant toute l'année. Et pendant les vacances scolaires, on s'occupait... Moi, la plupart du temps, j'étais resté à l'école, au collège, où là, je fais un aveu auprès surtout des jeunes, où j'ai lu toute la bibliothèque du collège pendant les vacances scolaires. Ce qui explique peut-être mon amour particulier pour la langue. Pour la lecture et pour la langue. Voilà. À quelque chose, la privation est bonne, nécessité fait loi, c'est sûr, et qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont tout à gogo,
Et nous allons traverser des périodes difficiles, des vaches maigres. Il va falloir se serrer la ceinture. Et je crois que un ourou vaudra son pesant de pain. Demain, donc, il faut se réveiller, il faut compter ses sous, il faut être organisé. À l'époque, on comptait nos culottes, nos shorts. Je suis né pendant la guerre en 1939. Il n'y avait aucune provision qui arrivait de Papeete dans les Tuamotu. Il fallait vivre avec ce qu'on avait. Alors tu imagines, on n'avait pas de lait, pas de café, pas de sucre, pas de farine, rien. Pas de linge. Alors le linge, c'était vraiment au compte-gouttes. Il fallait faire attention. Oui, c'est quand la goélette laissait son sac de farine, si par hasard elle en laissait un, on récupérait le tissu du sac. Absolument, pour faire les culottes pour les filles. Ces périodes de sacrifice, je dirais, d'épreuves, nous ont préparés à faire face à plus de difficultés. Je pense à tous les étudiants polynésiens qui sont en France, ils sont plus de 500-600, et qui souffrent parce que la bourse arrive en retard, parce qu'actuellement ils souffrent du froid, ils n'ont pas les sous qui arrivent suffisamment tôt, les parents les aident tant qu'ils peuvent. Eh bien, le fait de traverser ces périodes de difficulté ne pourra que les armer, les aguerrir pour demain. Les former. Oui. Ouais. Cette leçon que tu tires de ton passage, de votre passage chez les frères, c'est que rien n'a été facile et que justement ces difficultés que vous avez éprouvées, soit de l'éloignement, soit du manque de moyens, soit de la sévérité des frères, parce qu'ils avaient une pédagogie active, disons. Il faut quand même relativiser, c'est qu'à l'époque, c'était quand même dans l'air du temps. Les parents eux-mêmes étaient très durs, faut pas croire. Les parents eux-mêmes utilisaient la ceinture, Christian peut en témoigner, et les coups de poing. Il y a des parents qui amenaient leur fils à l'école parce qu'il avait été puni, et devant les frères, devant toute la classe, ils rossaient leurs gosses pour les punir à nouveau, à la ceinture. Là, tu as assisté à des choses. Oui. C'était l'époque. Quand j'ai été élevé par mon grand-père et ma grand-mère, eh bien, le matin, tu fais ça. À midi, nous étions une des 2-3 rares familles qui déjeunions à midi. Eh bien, lorsque je n'avais pas fait ce que j'avais à faire, 1, je ne mangeais pas. 2, elle me rossait avec le balai niaou. Donc, on a vécu des époques vraiment d'exigence et particulières. Le quotidien Georges et Christian se composait de la messe matinale, des études, des cours, mais aussi des repas pris en commun. Des repas, c'était quelque chose, ces repas au réfectoire. À l'époque où trouver à manger, c'était pas évident. Oui, c'était pas évident. C'était pas évident, hein. Donc il n'y avait plus la laiterie, il n'y avait plus ce que Loulou Lecaille évoquait de son temps où il y avait le frère... Les légumes, c'est nous qui plantions les légumes. Les tomates, les salades, les concombres, c'était les pensionnaires. Mais les pensionnaires, par esprit de justice, de revendication, le soir, on allait voler les fruits qu'on avait, les tomates qu'on avait plantées, nous. Parce qu'on ne nous donnait pas les tomates, c'était pour servir les frères. On ne voyait pas souvent certains repas, on ne voyait pas, nous, les légumes qu'on avait plantés. On allait voler carrément, parce qu'on était aussi très espiègles. On était terribles. Il ne faut pas croire que les frères ont été durs vis-à-vis de nous et que nous étions des anges, loin de là. Nous n'étions pas des anges. Un beau jour, il y a un frère qui dit « Prenez la porte ». Le gars, il se lève, il sort, et il déboîte la porte de ses charniers, il s'en va avec la porte. Dans l'heure qui suivait, son père est arrivé, il a rossé à la ceinture devant tout le monde. Voilà l'époque. Est-ce qu'il y avait des bagarres avec Entre élèves, tous les jours, à 4 heures, à la fin de l'école, il y avait des attroupements à l'extérieur, au stade d'Ifeipi, là où se trouve la salle de sport de l'école vienno protestante, là. Il y avait ruée, et les paris allaient bon train, parce qu'au cours de la journée, 2 élèves s'étaient disputés à 4 heures. Ah non, nous, les Athènes, on se faufilait pour aller voir les combats. Ben oui. Et avec les élèves, parce que vous étiez très proche de l'école protestante, est-ce qu'il y avait quelquefois des bagarres? Est-ce qu'il y avait... Parce que on n'était pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, œcuménique à cette époque. Non, c'était des relations normales, même amicales, hein. Même avec les élèves de l'école centrale. Au niveau sportif, c'était les joutes célèbres entre l'équipe des centrales avec Napoléon Spitz et compagnie. De l'autre côté, c'était Tani Argus et Raphaël Tixé et compagnie. C'était mémorable. Mais très souvent, c'était donc l'école des frères. Qui remportait la vie. Fétia, ça s'appelait.
Fétia. Parler de photos, il y a quantité de photos sur Fétia, l'équipe, et qui a alimenté les grands clubs d'Excelsior, de FEIPI, essentiellement. Après, ça a été à Oreille après. Ces 3 grands clubs sont issus d'anciens élèves de l'école des frères de Fétia. Tous les enfants des autres écoles s'entendaient entre eux. Puis il y a une autre chose, c'est qu'il y a des parentés, des liens de parenté. Oui, partout. forcément. Donc forcément, c'est sorti de l'école, on était tous des copains, il n'y a aucun problème. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un endroit où les élèves, malgré tout mauvais en maths, retrouvaient ceux qui étaient bons en maths et on échangeait, on recopiait les devoirs. C'était pour les externes. Hein. Mais il n'y a pas un petit lieu de rencontre? Avant d'arriver à cela, c'est vrai qu'il y avait une espèce d'organisation occulte concernant le rendu des devoirs. Je me souviens qu'en classe donc, du brevet, dans ma promotion, et nous étions internes avec Adrien Pietri, Roger Le Hartel, John Ourima, moi-même et d'autres. Donc, on était autorisés à rentrer, à monter dormir beaucoup plus tard au dortoir. Et donc, souvent le soir, il y en a un qui s'échappait, qui allait voir notre phénix, c'est-à-dire Johnny You. Johnny You qui était une intelligence extraordinaire, puisqu'il a passé le bac ensuite en France. On est partis ensemble, puisqu'on ne faisait pas de seconde à l'époque ici. On est partis et lui, il a continué. Donc, il a fait maths sup et tout ça. Il a fait l'école nationale des postes et télécommunications. Il est sorti major de France, alors qu'il n'était que chinois, donc il était hors concours. Et donc, on allait chez quelqu'un de nous, allait chez lui pour recueillir les réponses des devoirs de mathématiques. Oui, il y en a un qui s'échappait. Ah, oui. Il habitait pas loin. Il n'était pas loin. Donc, il revenait, bon, attends, ça y est, tout le monde. Et le lendemain, tout le monde avait a trouvé les bonnes solutions. Et le frère qui était toujours énervé parce qu'il ne voyait pas comment ça se faisait que tout le monde avait trouvé la réponse. Alors, mieux que ça, il faisait la démonstration au tableau, tout le monde se taisait. Une fois rendu son explication, une fois qu'il avait donné la solution, tout le monde se regardait et lui commençait à s'énerver. Parce qu'à chaque fois, ce fameux Johnny You, qui est toujours là, je le salue au passage, il avait les petits doigts, c'était un petit bonhomme timide. Le frère s'énervait, il tournait en rond. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Ben, frère, il y a une solution plus rapide. Oui, aïe, 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 aïe. Et à chaque fois, il remettait ça. À chaque fois, frère, il y a une solution plus rapide. Le frère, mais c'était frère Daniel, pas à vie. Il s'asseyait à son bureau et Johnny montait au tableau. Deux tours de main, 2 coups. Ça y est, il avait fait sa démonstration, mais alors, en raccourci, silence de mort. Mais il ne savait pas, le frère, que Johnny nous avait donné la solution, j'allais dire, passe-partout, quoi. Donc tout le monde avait trouvé les théorèmes d'application, la démonstration Oui, il classique. était pédagogue en plus, ce Johnny. Ah oui. Le lieu de rendez-vous, en fait, c'est le petit magasin qui se trouve juste au-delà de la sortie du collège-lycée Lamennais aujourd'hui, qui n'existe plus puisque son propriétaire est bien vieux aujourd'hui. Ce sont ses enfants qui aussi avaient pris la relève, mais ça n'existe plus. C'était Akiao, l'illustrissime Akiao, qui tenait dans son shop absolument délabré. On avait peur, il y avait un petit pont, une petite passerelle pour accéder. Donc, il y avait un petit bassin aussi, donc on allait là, et puis derrière les barreaux en bois qu'il avait installés, il y avait ces fameux bocaux de bonbons, de chewing-gum, etc. Toutes les couleurs. Voilà. Et donc quand on rentrait de nos sorties à la mer, que ce soit au Taonnet, à Arouet, on rentrait fourbu, parce qu'on faisait tout ça à pied. Donc ceux qui avaient quelques petits sous, parce que nous les gars des îles, on n'avait jamais de sous, donc on suivait les copains qui avaient des sous, puis 20 francs à l'époque, c'était énorme. Et donc, il était assiégé, alors ils vendaient des sirops, il y avait de la limonade aussi, il y avait des pailles, enfin des petits sucrés. Des gâteries. Ouais. Jusqu'au jour où il a quand même complètement barricadé cette espèce de barreau qui protégeait donc ces bocaux de bonbons et tout ça, parce que pendant qu'il était occupé à servir ceux qui payaient tout ça, les autres étaient là, de connivence, et ben ils piquaient dedans. On vous donnait de temps en temps quand même des bonbons serettes. Aussi, il était assez généreux de temps en temps. Il voyait bien qu'un tel était là, il n'achetait jamais rien, donc il était là. Mais, viens.
Un petit... C'était un bon papa, hein, finalement, à Kyo. Ouais. L'établissement scolaire que vous avez fréquenté tous les deux, Christian et Georges, s'est considérablement développé. Il y a plus d'élèves, plus d'enseignants laïcs et moins de frères. 2400 élèves, 180 profs, je crois. Il y a quasiment plus de religieux enseignants, sauf en catéchèse. Donc il faut garder l'esprit, l'amener. Et c'est un peu à ce à quoi vous voulez prétendre avec cette commémoration de l'arrivée des frères de Ploërmel. Absolument. Avec les parents d'élèves, puisqu'il y a une fédération des parents d'élèves de l'enseignement catholique, comme il y en a d'autres chez les protestants et dans le public, nous voulons fortement conserver ce qu'on a toujours appelé le caractère propre. C'est quoi? Ce sont les valeurs évangéliques. C'est quoi? C'est, même dans l'enseignement public, on y revient. C'est tout simplement les valeurs civiques. Tu évoquais l'éducation. J'ai moi-même participé à la première mise en place de la première charte de l'éducation de manière active. Eh bien, c'est vrai que là, il faut refonder. Il faut refonder l'éducation. Il faut refonder notre société, puisque sans ces bases, nous ne pourrons pas avancer ni vivre en équilibre. Je me rappelle pas exactement comment ça s'appelait. C'était cette phrase qui était en haut des tableaux tous les matins, la morale. Et on devait la pensée du jour, voilà exactement. Et nous devions, toute la classe, on lisait la pensée du jour et elle était commentée. C'est-à-dire que le frère nous l'expliquait et après nous devions chacun intervenir pour faire voir que nous avions bien compris ce que cette phrase nous apportait au point de vue principe de vie, au point de vue respect de l'autre. Et c'était vraiment un apport journalier. Et je crois que c'est une chose qui devrait revenir. Mais cette école, pour moi, a apporté, et je vois, pour beaucoup d'entre nous, des grands principes de vie. Ces grands principes, c'est justement ce qui manque actuellement dans notre société. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Mon père était un homme anticlérical, mais extrêmement strict. Si nous avons tous les enfants étaient dans cette école, c'est parce que c'est le seul endroit où il trouvait de la rigueur. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette commémoration à travers ces émissions? De rassembler les énergies pour que cette fête ne soit pas simplement une commémoration historique? Absolument, absolument. Qu'est-ce que c'est cette commémoration? Rapidement, c'est se souvenir, se rappeler, se souvenir à travers, par exemple, la masse de centaines de milliers de photos qui datent de l'époque. Et donc, une fois de plus, grâce à votre antenne, je voudrais humblement, mais avec insistance, demander à tous nos anciens qui ont des photos, lorsque vous allez venir samedi prochain à la réunion de l'Assemblée générale de l'Amicale, venez avec vos photos. La réunion se trouve à l'ICEP, l'Institut supérieur de l'enseignement privé. Vous contournez l'évêché en passant devant Farimata. Vous passez entre l'évêché et l'école maternelle de Putiaoro. Vous continuez sur 50 mètres. Au lieu de tourner à gauche pour monter à l'ICA et à TNTV, vous allez tout droit. Et c'est toujours tout droit, sur environ 400 mètres. Et tout au bout, il y a un rond-point, vous tournez, vous arrivez donc au lieu de l'Assemblée générale à l'ICEP. Donc, se souvenir. Et ensuite, se rencontrer pour rappeler ses souvenirs. Se rencontrer, c'est à partir de cette année, suite à cette Assemblée générale, toute espèce de rencontre. Ça peut être une promotion, il y en a qui l'ont déjà faite, des rencontres de ce type. Ça peut être des rencontres sportives, ça peut être des rencontres culturelles. Nous allons mettre en place des commissions pour ça, et ces commissions sont tout à fait libres d'imaginer les rencontres qu'elles pourront mettre en place avec les uns et les autres. Ça peut être des sports traditionnels, avec Enoch Loglin, qui est notre ancien fidèle, qui pourra piloter, selon leur désir, des activités dans ce genre. Après, ça va être aussi marqué d'une pierre blanche. 150 ans, c'est pas tous les jours. Et ça va être aussi les 50 ans du collège Lamennais. Lamennais, ça fera 50 ans que ça s'appelle, l'année prochaine, que ça s'appelle collège Lamennais. Avant, c'était l'école des frères.
50 c'est un ans. double anniversaire alors. Double anniversaire. Se rencontrer, se souvenir et marquer l'événement. Nous, les anciens, on propose l'amicale qui est la petite équipe qui se met en place et va soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale donc, la création d'une stèle, d'une pierre commémorative avec les 152 noms des missionnaires qui sont venus. Certains ont donné leur vie, ils sont enterrés à l'Uranie, ont donné leur vie pour la jeunesse polynésienne. 152 noms qui sont gravés dans le granit qu'on fera venir de Bretagne, puisque ce sont tous des Bretons pour la plupart. Donc, marqués dans la pierre de manière indélébile pour les générations futures. Et ce qui est important, c'est de se projeter vers l'avenir. Et donc, il y a des contacts, parce que vous n'avez pas pu toucher tous les anciens élèves. Voilà, vous n'avez ça pas passe pu dans toucher les toutes journaux. les bonnes volontés, donc il faut lire la presse. Absolument. Tous ces jours-ci, donc ça va, il y aura des parutions, il y aura des émissions télé, il y a des interviews. Et donc, on te remercie de participer donc à cette communication grâce à cette émission qui est passionnante, Maruru RFO. Et on va surtout aussi parler de l'avenir. Parce que l'Amicale des Anciens, qui existe depuis plus de 50 ans, et qui a construit le premier bâtiment des frères. Avec Maxime Aubry. Maxime Aubry. Et d'autres. Henri Lambert, Pico Agnéré, et on en passe. Les Lecaille aussi, pour des bâtiments même avant celui-là, ou après celui-là, en 52. Jeannot Lecaille a contribué à la construction. Les anciens, donc, qui seront au bureau, nous leur lançons un appel, nous les invitons à regarder vers l'avenir. C'est quoi l'avenir ? C'est que désormais, le bureau de l'amicale des anciens élèves et amis de l'école des frères, devra impérativement prendre en considération la situation de tous les jeunes qui sortent des établissements des écoles catholiques, et en particulier des écoles des frères. Pourquoi ? Nous sommes tous préoccupés aujourd'hui par tout c'est un tsunami mondial qui arrive là, et dont les vagues arrivent jusque chez nous. Nous sommes tous préoccupés par l'avenir des jeunes qui sortent de nos écoles, de toutes nos écoles. C'est valable pour tout le monde. Donc il faut que cette amicale réfléchisse, trouve les moyens, crée des réseaux sur la Polynésie, mais aussi dans le Pacifique. Oui. Alors, chaque fois que je passe à San Francisco, je trouve des anciens élèves. Il y a une colonie d'anciens élèves qui se trouve à San Francisco. Il y en a en Nouvelle-Zélande. Il y a en Australie. Voilà. Un réseau qui permettrait peut-être à des jeunes de trouver un emploi. Absolument. J'ai été professeur de terminale au bac à l'année pendant des années. À chaque fois, je leur disais à la fin de l'année, ce que je vais vous dire va peut-être vous faire mal au cœur. S'il faut vous expatrier, n'hésitez pas à partir pour mieux revenir. N'hésitez pas à partir parce que vous allez revenir avec une plus-value pour la Polynésie grâce à votre expérience. Vos compétences, vous allez nous enrichir à votre manière. Et on peut être heureux partout. D'autant plus que maintenant, le marché du travail européen est fermé de plus en plus. Il devient de plus en plus étriqué. Il est trop vaste maintenant. Il faut que la Polynésie, les Polynésiens, et donc l'amicale, trouvent les moyens par des fonds. Il faut créer un fonds de soutien permanent pour accorder des bourses d'études en particulier, parce que nous avons aussi beaucoup d'enfants de familles défavorisées qui sont issus de nos écoles. On ne les oublie pas, ceux-là. On les a même en premier dans nos soucis. Donc il faut que l'amicale, à ce moment-là, se penche sur ces problèmes-là et donc et aller de l'avant. Voilà si on peut boucler un peu... Une sorte de réseau d'amitié, une sorte d'entraide. Tout à fait. C'est la perspective qui nous interpelle pour demain. Par ailleurs, il faut indiquer, et merci à Christian Peña qui vient de rappeler que tous les jeunes qui sont férus d'Internet, nous avons un site, nous sommes à la page, et ce sont des jeunes webmasters, anciens élèves de l'AMNE. Bien entendu, il y en a qui sont des professionnels dans le métier. Si vous avez un stylo, si vous avez de quoi noter, c'est amica, ELM, @clm.dedec.edu.pf. Je répète, tout ça en minuscules. AMICAELM, clm.ddec.edu.pf.
PF. Et alors, comment se passera? On peut révéler déjà un petit peu le programme de la célébration ou c'est pas encore au point? Parce que ça va pas se célébrer en quelques heures. Je suppose que vous allez faire une célébration assez solennelle, assez ludique, assez rassembleuse. Concernant le calendrier, pour tout dire, nous allons, dès cette année, provoquer des événements. Ce sont les ateliers commissions qui mettront cela en place de manière tout à fait autonome et à l'initiative donc des pilotes d'ateliers et des commissions. Mais dès l'année prochaine, ce qu'il faut retenir, cette année d'abord, cette année donc le 14 février, il y a donc cette assemblée générale. À la fin de cette année, le 29 novembre, il y aura une autre assemblée générale qui, en quelque sorte, va faire le bilan de cette année. Cette année, c'est l'année préparatoire pour 2010. Il y a 2 dates clés à retenir. Un, c'est le 17 octobre. C'est la date, c'est le jour où les premiers frères ont mis les pieds en Polynésie, au Fénouan. Ensuite, il y a le 19 décembre. Donc voilà les 2 dates. Le 19 décembre, ça va être la date de la clôture. Dans ce créneau-là, un certain nombre d'événements vont être programmés. Oui, pendant 2 mois, vous allez célébrer cela. Voilà, chaudement, chaleureusement. Il ne faut pas oublier, il y a les frères eux-mêmes, la congrégation des frères. Nous travaillons main dans la main avec la congrégation. Nous travaillons main dans la main avec les chefs d'établissement des écoles. Nous les remercions de leur collaboration parce qu'avec eux, sans eux, on ne pourra pas faire grand chose. On les remercie en particulier d'avoir accepté. Nous venons de balancer 50 000 sondages, lettres circulaires sondages à tous nos élèves des établissements de frères, tenus par les frères. Je veux dire, sous tutelle des frères puisque les directeurs sont des laïcs. Merci à eux de collaborer, de participer à cette action d'envergure, pouvoir nous justement sensibiliser, écouter. On attend des retours, qu'est-ce qu'ils veulent, comment fêter les 150 ans, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants pour demain. Nous sommes au service de tout le monde, mais les chefs d'établissement, les frères en premier, les chefs d'établissement sont là, ce sont les piliers. Avec nous, nous sommes la 3e roue de la charrette. En fait, c'est un tricycle. En fait, c'est 4 roues, parce que la 4e roue, ce sont les élèves. Et il ne faut pas oublier les élèves. Qui sont la partie dynamique aussi. Qui, eux aussi, seront invités à partir en France, en pèlerinage aux Marquises. Ça, c'est l'année prochaine. Donc, les élèves sont aussi au cœur de l'action de cette commémoration, de ce jubilé. Encore une fois, les parents qui nous écoutent, ne considérez pas l'école des frères, l'école comme étant une occasion de vous décharger de vos responsabilités. C'était un peu ça à l'époque aussi. Je vais te mettre chez les frères, tu vas voir. Je te vais mettre en pension, tu vas voir. Cette époque, elle est révolue. Aujourd'hui, les parents, nous sommes tous partie prenante de l'éducation de nos enfants. Donc, merci aux frères, merci aux directeurs d'établissement, chefs d'établissement, merci aux élèves de participer avec nous les anciens. Nous, les anciens, on fait ce qu'on peut. On fait appel aux jeunes anciens. On vous passe le relais parce que nous, notre chapitre est tourné, là. Hein? On tourne la page. On ne demande que ça. Même si nous, on reste jeunes, on essaie de rester jeunes malgré tout. Vous êtes resté jeune. Hein, parce que l'action entretient la jeunesse. Exactement. Tant qu'on a des projets, on est jeune. Merci d'avoir évoqué ce collège, cette école des frères, ces frères. Et merci à Andrew Taputo'Arai d'avoir permis la réalisation de cette rencontre.